l'organisation fonctionnelle des plantes à fleurs, toujours une organogénèse sous influence. Alors, organogénèse sous influence. En fait, nous verrons qu'il y a une double influence sur l'organogenèse. C'est la genèse de l'organisme en fait, l'organisme de la plante. Donc, il y aura double influence, donc facteur externe et facteur interne. Et parmi les facteurs internes, il y en a plusieurs et on prendra l'exemple de la lumière. Parmi les facteurs externes, influence de la lumière. Et parmi les facteurs internes, nous prendrons l'exemple d'hormones végétales et nous prendrons comme exemple bien plus précis l'auxine. Alors l'auxine, c'est quoi l'auxine? C'est une hormone. C'est une hormone. On prendra son exemple. C'est quoi une hormone? Chez nous, par exemple, nous on n'a pas d'auxine, mais vous prenez n'importe quelle hormone, c'est quoi son rôle? Eh bien son rôle c'est d'aller, donc déjà c'est d'être sécrétée par une cellule. Cette hormone va sortir pour aller dans le réseau sanguin. Du réseau sanguin, elle va s'acheminer vers des cellules cibles d'un autre organe et modifier l'action de la cellule. Voilà, autrement dit, on a un organe, un autre organe, le réseau sanguin, l'hormone est produite, elle passe dans les vaisseaux sanguins, dans le réseau sanguin, et elle diffuse dans l'organisme pour arriver à des récepteurs d'un autre organe qui, lui, va modifier sa fonction. Donc globalement, c'est ça la définition d'une hormone. Nous verrons que l'auxine, c'est une hormone. Je vous donnerai plus de précisions en fin de séance pour vous prouver que l'auxine est bien une hormone, en fait. Donc aujourd'hui, toujours dans l'organisation fonctionnelle des plantes à fleurs, nous travaillons sur l'organogénèse, c'est-à-dire la formation de la plante, en fait, qui est sous influence de facteurs externes et de facteurs internes, la lumière comme facteur externe et certaines hormones, dont l'auxine, comme facteur interne. Le développement d'une plante associe croissance, c'est-à-dire multiplication cellulaire par mitose dans les méristèmes, suivi d'élongation cellulaire et de différenciation d'organes en tiges, feuilles, fleurs, racines, etc. Et ceci à partir de méristèmes. Ça, nous l'avons vu dans d'autres cours. Et ce développement conduit à une organisation modulaire en phytomère, que l'on a étudié également dans un autre cours, contrôlée par des hormones végétales. Ça, on ne l'a pas encore vu, c'est ce que l'on va voir aujourd'hui, et influencée par les conditions de milieu. Donc ce développement, je répète, conduit à une organisation modulaire en phytomère, organisation moléculaire contrôlée par des hormones végétales et influencée par les conditions du milieu. Donc hormones végétales, exemple de l'auxine, AUXINE, et exemple de conditions de milieu, la lumière. Alors je répète, mais je tourne pas en boucle, mais de manière spiralaire. C'est-à-dire que j'explique à chaque fois un petit peu plus, tout en répétant. Donc, j'ai toujours mon ami la mouche qui tourne autour. Là. Alors, le développement des plantes se fait sous la double influence de facteurs externes et de facteurs internes, hormones végétales, facteurs internes, lumière, facteurs externes, je l'ai déjà dit. Essayons de dégager une problématique. La problématique, la voilà. Donc, organogénèse sous influence, c'est ce que l'on a dit. Le développement d'une plante résulte de quoi? Nous l'avons déjà dit, nous l'avons déjà expliqué. Eh bien, donc le développement d'une plante résulte du fonctionnement de quoi? De méristèmes. Les méristèmes, ce sont des zones de la plante où il n'y a que des mitoses. Autrement dit, multiplication cellulaire. Donc le développement d'une plante résulte du fonctionnement de ces méristèmes et conduit à une organisation moléculaire, pas moléculaire mais modulaire, à la fois universelle et déclinée de façon diverse selon les espèces. Des facteurs internes et environnementaux contrôlent et influencent cette organisation modulaire qui est universelle, mais avec beaucoup de cas possibles.
de différences possibles entre les différentes plantes, mais globalement, le principe reste le même, globalement. Hein, voilà. Alors on peut se poser la question, quels sont ces facteurs internes d'une part et environnementaux d'autre part qui vont pouvoir intervenir dans le développement d'une plante? Alors globalement, vous savez, hein, ce sont des facteurs environnementaux et internes. Facteurs internes, ça vous fait penser à quoi? Des hormones, par exemple l'auxine. Bon, il n'existe pas que l'auxine comme hormone, il y en a d'autres qui interviennent également. Par exemple, les cytokinines, les gibérellines, l'éthylène également. Tiens, à propos de l'éthylène, si par exemple vous avez un fruit, alors ça marche pas sur tous les fruits, hein, je crois que ça marche pour les tomates, je crois, pour les poires également, je crois. Si par exemple vous avez une tomate qui est plus ou moins verte, que vous avez cueillie et puis plus ou moins verte, bien vous mettez des tomates rouges à côté. Alors je crois que je vous garantis pas que ça fonctionne avec les tomates, mais il y a un dégagement d'éthylène qui va faire mûrir la tomate, donc elle va passer du vert au rouge. Pour les poires, je crois que c'est valable aussi. Vérifiez, hein, je suis pas trop sûr de moi sur lesquels exactement peuvent libérer de l'éthylène pour faire mûrir les fruits qui sont à côté. Alors, un premier document va nous montrer des hormones qui agissent au cours du développement de la plante. Ensuite, nous allons voir une explication moléculaire du phototropisme, attiré par la lumière. Et puis nous verrons dans un troisième document d'autres facteurs environnementaux qui influencent le développement de la plante. Alors, donc il y a des expériences historiques qui ont conduit à la découverte de la première hormone végétale. Alors ces expériences, donc on va les expliquer relativement en détail. Chez le blé et d'autres plantes du même groupe, donc que l'on appelle les poacées, il existe un organe particulier que l'on appelle le coléoptile. Coléoptile. Alors ne confondez pas coléoptile et coléoptère, c'est pas du tout la même chose. C'est quoi ce coléoptile? Eh bien c'est un étui creux qui enveloppe le méristème caulinaire et les jeunes feuilles au cours des premiers stades du développement. Exposé à une lumière latérale, donc sur le côté, hein, vous avez une tige de lumière latérale sur le côté, les coléoptiles en croissance se courbent en direction de la source lumineuse. Autrement dit, si vous avez une tige, un coléoptile, la lumière, le coléoptile en croissance se courbe en direction de la source lumineuse. Diverses expériences ont été menées à la fin du XIXe siècle et jusque vers 1930 pour expliquer ce phénomène que l'on appelle le phototropisme. C'est quoi le phototropisme? Eh bien, vous avez une tige, vous avez un coléoptile, de la lumière qui arrive, attirance vers la lumière. Pourquoi? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de comprendre. Alors, moi je vous invite, si vous voulez, à trouver des documents sur Internet, sur des expériences historiques qui ont conduit à la découverte de la première hormone végétale. Et vous allez très certainement arriver aux documents que moi j'ai devant moi. Alors, donc je vous décris globalement les choses sans vous montrer les images, hein, vous le savez bien. Et après, je vous explique beaucoup plus en détail. Alors, d'abord, première expérience, on a une tige. Donc vous avez la graine, les petites racines, et puis la tige qui pousse. Donc vous avez au-dessus, vous avez un coléoptile. Eh bien, vous coupez la pointe du coléoptile. Qu'est-ce qui se passe? Le résultat, alors, donc la tige, coléoptile, la lumière arrive comme ça. Qu'est-ce qui se passe? On a coupé, comme si on enlevait un morceau de mon doigt. Eh bien, on s'aperçoit qu'il y a
que la croissance de la tige, elle ne se fait plus, elle est stoppée. Et il n'y a pas de courbure non plus. Tout à l'heure, je vous ai dit, hop, ça monte, hop, courbure, attraction, phototropisme. Et bien là, il n'y a ni croissance, ni courbure, lorsque l'on a coupé le coléoptile. On va expliquer pourquoi tout à l'heure. Ça veut dire qu'on va interpréter les résultats. Deuxième expérience, on a toujours notre tige, on met de la lumière qui arrive, mais on a mis un capuchon sur la pointe, donc sur le coléoptile. Et on s'aperçoit que la croissance se poursuit, donc la tige continue sa croissance, mais il n'y a pas de courbure. Donc ça, c'est non, pas de courbure, donc juste croissance. C'est pareil, on va expliquer pourquoi tout à l'heure. Ensuite, autre expérience, la pointe du coléoptile, elle est coupée et posée latéralement. Donc vous la coupez par là, et puis vous la posez un petit peu plus loin, latéralement. De la lumière, cette fois-ci, arrive par le haut. Et on regarde ce qui se passe. Donc la pointe du coléoptile, elle est coupée, elle est posée latéralement. Et puis, lorsque vous avez coupé la pointe du coléoptile, on s'aperçoit qu'il y a une petite feuille. Eh bien, la croissance ne se poursuit qu'en l'absence de lame. Ça veut dire que vous avez mis vous avez mis la pointe du coléoptile légèrement décalée. Alors, il y a l'expérience sans petite lame en dessous ou avec une petite lame que vous mettez en dessous. Une petite lame qui laisse passer les molécules hydrosolubles. Eh bien, on s'aperçoit que la croissance ne se poursuit vers le haut qu'en absence de lame ou en présence d'une lame perméable à des molécules hydrosolubles. Donc, je répète. La croissance ne se poursuit qu'en absence de lame ou en présence d'une lame perméable à des molécules hydrosolubles. Et la croissance s'accompagne alors d'une courbure du côté sans pointe. La pointe était par là et la courbure ne se fait que du côté où il n'y a pas de pointe. Bizarre, non? Donc on va interpréter ça tout à l'heure. On peut l'interpréter. Vous préférez qu'on l'interprète maintenant ou tout à l'heure? Maintenant? Ok, on va faire maintenant. Donc on va interpréter ça maintenant. Mais d'abord, reparlons un petit peu plus du document numéro 1. Donc dans ce premier document, dans cette première expérience, nous allons pouvoir expliquer la croissance orientée du coléoptile de blé. Vous pourriez prendre une expérience avec du maïs également. Et le coléoptile qui protège les très jeunes feuilles est capable de s'orienter vers la lumière. On parle de phototropisme positif. La courbure du coléoptile, elle est dépendante de l'apex. Cet apex est sensible à la lumière et il agit en sécrétant des molécules hydrosolubles capables d'orienter la croissance du coléoptile du côté opposé à la lumière. La molécule responsable de ce tropisme, c'est l'auxine. Alors cette hormone, entre parenthèses, a d'autres effets. Par exemple, sur la croissance des bourgeons axillaires, on parle de dominance apicale. Alors, dans ces expériences historiques, eh bien, je reprends un petit peu l'explication. Donc d'abord, et vous pouvez vous amuser à le faire, ça marcherait aussi avec vous également, donc couper la pointe d'un coléoptile arrête sa croissance. Ce qui paraît logique. Donc, celle-ci est dépendante de l'apex. La croissance est dépendante de l'apex. Elle arrête aussi sa courbure vers la source lumineuse latérale. Le phototropisme dépend donc de l'apex du coléoptile. C'est ce qui paraît évident. Si on recouvre cet apex d'un capuchon opaque, la croissance se poursuit, donc elle ne dépend pas de la lumière.
En revanche, l'éclairage latéral du reste du coléoptile ne provoque pas sa courbure. On en déduit que la pointe du coléoptile est la zone sensible à la lumière latérale, c'est-à-dire qu'elle perçoit le signal à l'origine de la courbure. Sous éclairage vertical, on constate que la croissance d'un coléoptile privé de son apex s'arrête. On sait en effet qu'il est indispensable à la croissance. En revanche, si on replace cet apex latéralement, la croissance reprend et une courbure se produit du côté opposé à l'apex. Une information circule donc de l'apex vers la base du coléoptile, ce qui provoque sa courbure. Cet effet peut se poursuivre si on intercale une lame fine entre l'apex et le reste du coléoptile, à condition que cette lame soit perméable à des molécules hydrosolubles. Par conséquent, on en déduit que le signal circulant de l'apex vers la base du coléoptile, donc responsable de sa croissance et de sa courbure, est de nature moléculaire et que ces molécules sont hydrosolubles. Voilà. Donc ça, c'était pour préciser un petit peu plus les choses. Alors, l'hormone végétale contrôlant la croissance a été nommée auxine, du grec auxé, A-U-X-E accent aigu, égale croissance. Elle a pu être isolée grâce aux travaux de Wendt, V-E-N-T, en 1928. On a depuis montré que la synthèse de l'auxine s'effectue dans les apex de coléoptile, mais aussi dans les méristèmes caulinaires et dans les jeunes feuilles. Chez les végétaux, comme chez les animaux, le rôle d'une hormone est souvent complexe. Les expériences de Thiemann, T-H-I-M-A-2-N, sur les plantules de fèves mettent ainsi en évidence un autre rôle de l'auxine produite par le bourgeon terminal de la tige. On a également pu montrer que l'auxine favorise la formation des racines secondaires. Et à partir des années 1960, de nombreux travaux permettent d'identifier d'autres hormones végétales, comme les cytokinines, les gibérellines, l'éthylène, qui interviennent dans le développement des plantes. Alors, concernant l'auxine responsable d'un effet de dominance apicale, une expérience a été faite. Donc, on a un état initial, puis on a quelques jours après section, le résultat quelques jours après section du bourgeon apical. Rassurez-vous, je vais vous expliquer après. Et quelques jours après section du bourgeon apical et apport d'auxine sur la section. Alors, donc, expérience de Thiemann, globalement. Alors, comment est-ce que l'on peut interpréter ça? Alors, l'expérience de Thiemann, quelques jours après la suppression du bourgeon apical, une tige produit des rameaux à partir de bourgeons axillaires. C'est bizarre, non? On en déduit que la présence du bourgeon apical inhibe l'activité des bourgeons axillaires situés plus bas sur la tige. Si on remplace le bourgeon apical par un cube de gélose contenant de l'auxine, le développement des rameaux est à nouveau inhibé. On en déduit que c'est l'auxine produite par le bourgeon apical et circulant en direction de la base de la tige qui inhibe les bourgeons axillaires. C'est ce que l'on appelle la dominance apicale. Alors, on pourrait rajouter que l'auxine également favorise la formation de racines secondaires. Et cette hormone, elle agit également sur l'orientation des racines par rapport à la verticale. C'est ce que l'on appelle le géotropisme, dû à la force de gravité. On en reparlera tout à l'heure lorsque l'on va étudier le troisième document. Alors, passons à un deuxième document qui va permettre une explication moléculaire du phototropisme. Donc, là, on va parler de radioactivité. Donc, des tronçons de coléoptile sont prélevés dans la zone d'élongation, située quelques millimètres sous l'apex.
On pose à leur sommet un cube de gélose imprégné d'oxine radioactive et la base de chaque tronçon repose sur 2 blocs de gélose initialement dépourvus d'oxine que l'on peut noter R1 et R2 sur le schéma qui est devant moi en tout cas. Donc on a une zone d'élongation du coléoptile, une zone où il y a une gélose imprégnée d'oxine marquée au carbone 14 et une zone où il y a R1, R2, donc gélose dépourvue d'oxine, et ça c'est l'état initial. À l'obscurité, on s'aperçoit que R1 et R2, il y a 50%, 50%, et si on regarde en éclairage latéral, donc sur le côté, on a 60% et 40%. Alors ça veut dire quoi? Essayons d'interpréter ces résultats. Donc, cette expérience permet d'expliquer la courbure du coléoptile en direction de la lumière. Le marquage radioactif de l'oxine révèle en effet que sur un tronçon de coléoptile soumis à un éclairage latéral, cette molécule migre de haut en bas, mais aussi latéralement, du côté le moins exposé à la lumière. Les cellules les moins éclairées sont donc exposées à des concentrations d'oxine supérieures. Leur élongation sera plus forte et produira une croissance différentielle en direction de la source lumineuse. Donc voilà pour cette expérience permettant d'expliquer, donc permettant une explication moléculaire du phototropisme. Ensuite, un troisième document nous permet de comprendre qu'il existe d'autres facteurs environnementaux qui vont influencer le développement. Donc on a par exemple des racines qui poussent habituellement en s'orientant vers le bas. C'est ce que l'on appelle le géotropisme. Des racines de maïs, par exemple, ont été placées horizontalement. On les a photographiées au début de l'expérience et après 90 minutes, on a aussi photographié au microscope optique des cellules qui se trouvent au centre de la coiffe, donc c'est la partie terminale de la racine. Eh bien, on s'aperçoit donc qu'il y a, ce que l'on appelle des statolites, et on a, au bout d'un certain temps, donc courbure de la racine vers le bas. Alors, comment est-ce que l'on peut expliquer ça? Eh bien, on l'explique simplement par le géotropisme. Donc, c'est un autre facteur environnemental susceptible d'orienter la croissance, c'est la gravité. On constate que les racines s'orientent spontanément vers le bas. On parle de gravitropisme positif ou géotropisme. Les statolites présents dans les cellules de la coiffe vont mécaniquement se poser, c'est-à-dire sédimenter, sur la membrane qui est située en bas. Ce contact va augmenter l'activité des protéines transportant l'oxine à travers les membranes et sa concentration va augmenter dans la partie située au plus bas de la racine, dans la zone d'élongation cellulaire. Au-delà d'un certain seuil, l'oxine inhibe l'élongation cellulaire et cette zone va donc moins s'allonger et provoquer la courbure de la racine vers le bas. Donc voilà, alors maintenant je voudrais vous faire partager deux exercices Alors, deux exercices. Alors, premier exercice. Il s'agira d'interpréter des résultats. Eh bien, alors vous écoutez, je ne vous montre pas les schémas, hein, donc à vous de soit vous retrouvez le même document, soit vous écoutez bien et vous imaginez. On a un bloc de gélose contenant de l'oxine, et ce bloc de gélose, il est placé sur un côté de la section d'un coléoptile décapité. Après 90 minutes à l'obscurité,
on mesure l'angle de courbure du coléoptile. On dira que c'est l'angle alpha, que l'on va exprimer en degrés. L'expérience est répétée pour différentes concentrations en oxine et on cherche à interpréter les résultats traduits par le graphique. Alors c'est quoi ces résultats? Donc on a alpha en degrés donc en fonction de la concentration en oxine, alors exprimé en 10 puissance moins 7 grammes par millilitre, eh bien on s'aperçoit que jusqu'à 2 10 puissance moins 7 grammes par millilitre, on a alpha, l'angle qui augmente régulièrement et qui passe de 0 à pratiquement 25 degrés. Donc alpha est 25 degrés. Ça veut dire qu'on a une courbure de plus en plus importante. Donc on mesure par rapport à l'axe vertical. Donc on a une courbure. Donc on mesure l'angle alpha entre les deux. Et cet angle alpha, de 0 à 20 il passe de 0 à 25 degrés en l'espace de 90 minutes à peu près. Pour une concentration d'oxyne de à peu près 2 10 puissance moins 7 grammes par millilitre. Et ensuite, la courbure reste la même. Ça veut dire que lorsque l'on atteint 25 degrés, la courbure est toujours la même. Il n'y a pas plus de courbure ou moins de courbure. Ça reste toujours à 25 degrés. Ça veut dire qu'on a atteint un seuil, en fait. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Eh bien, l'auxine, c'est une hormone végétale qui, à partir d'une certaine concentration, va stimuler l'élongation des cellules des tiges. Le bloc de gélose contenant l'auxine étant placé sur un des côtés seulement, la diffusion de l'auxine est dissymétrique. C'est-à-dire que du côté où est posé le bloc de gélose, les cellules reçoivent plus d'auxine et s'allongent par conséquent davantage. De ce fait, le coléoptile se courbe vers le côté opposé du bloc de gélose contenant l'auxine. Cette croissance asymétrique est d'autant plus marquée que la concentration en auxine est importante jusqu'à un certain seuil. Au-delà d'une concentration de 2,3 10 puissance moins 7 grammes par millilitre, la déformation ne change plus, c'est-à-dire que l'angle stagne vers, tout à l'heure je vous ai dit, vers 25 degrés, donc 23, 25 degrés à peu près, et les cellules sont probablement à leur capacité maximale d'élongation. Ça, c'est une chose. Autre chose, je voudrais vous faire travailler sur un autre exercice et on va vous demander de justifier le qualificatif d'hormone attribué à l'auxine. Donc ça peut être un exercice très intéressant, très important, pas très important, mais très intéressant. Nous allons essayer de discerner, donc il s'agit de discerner dans un phénomène complexe un rôle principal de la biologie, c'est le rôle des hormones. Et là, hormones végétales. L'auxine, c'est une molécule synthétisée par les cellules du méristème et des jeunes feuilles des bourgeons apicaux. Elle migre, cette auxine, principalement grâce à des transporteurs par les tubes criblés du phloème et sa présence est détectable dans tous les tissus. L'auxine ne pénètre pas dans les cellules, mais elle se fixe simplement sur des protéines spécifiques situées dans la membrane plasmique des cellules et en moins d'une minute, cette fixation engendre des modifications du métabolisme intracellulaire. Par exemple, les ions H+ sont sécrétés vers la paroi, ce qui fragilise les liaisons entre les fibres de cellulose, assouplissant ainsi cette paroi. La cellule s'allonge alors sous l'effet de sa pression interne, tandis que des composés stockés dans des vésicules cytoplasmiques sont sécrétés, contribuant à l'agrandissement de la paroi. Donc, autrement dit, on retrouve bien là le rôle de l'hormone, mais comment est-ce que l'on peut justifier le qualificatif d'hormone attribué à l'auxine? Eh bien, voilà la réponse. L'auxine
est une substance qui peut être qualifiée d'hormone. Oui, mais pourquoi? Eh bien, en effet, elle est sécrétée par une structure particulière, les cellules du méristème et des jeunes feuilles des bourgeons apicaux. Elle est transportée par le système de circulation de la plante, donc les transporteurs du phloème, pour agir à distance sur d'autres cellules. Elle agit sur des cellules cibles, c'est-à-dire des cellules qui possèdent des récepteurs spécifiques, qui sont des protéines membranaires, et cette fixation de l'hormone sur son récepteur provoque une modification de l'activité des cellules cibles, c'est-à-dire par exemple modification du pH au niveau de la paroi, et donc assouplissement de la paroi et élongation de la cellule sous l'effet de la pression osmotique. On retrouve donc ici toutes les caractéristiques fondamentales de la communication hormonale rencontrées dans le monde animal. Donc voilà, concernant cette organogénèse sous influence, eh bien, nous avons montré quels facteurs internes et environnementaux intervenaient dans le développement de la plante. On a parlé d'hormones, on a parlé de lumière également, on a parlé de géotropisme, etc., de phototropisme. Voilà, le cours est terminé. Merci.